Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Spéciale car nous allons rendre hommage à une figure qui a marqué l'histoire de France et qui va faire son entrée au Panthéon. Il s'agit de Robert Badinter, l'homme qui a fait abolir la peine de mort en France, l'homme qui a aidé à dépénaliser l'homosexualité, l'homme qui a lutté pour de meilleures conditions de vie en prison. Avocat, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, mais aussi sénateur. Il entre au Panthéon ce 9 octobre, date très symbolique puisque c'est un 9 octobre que fut promulguée la loi d'abolition de la peine de mort. Étape majeure de sa vie et tournant historique, à propos duquel il avait accepté de nous accorder un entretien exceptionnel en 2021, moment que nous vous proposons de revoir dans un instant. Je recevrai ensuite des personnalités qui l'ont côtoyé et qui nous en diront plus sur les différentes facettes de l'homme, de l'avocat, de l'élu de gauche qu'a été Robert Badinter. Enfin, nous reverrons ensemble L'Abolition, ce téléfilm de Jean-Daniel Vérag, inspiré des livres de Robert Badinter lui-même, L'exécution et l'abolition. Avant tout cela et avant que nous nous retrouvions, je vous propose donc de revoir ce bel entretien que j'ai eu le privilège d'avoir avec lui en 2021 pour Public Sénat. À tout à l'heure. Avec nous pour un entretien exceptionnel à l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes donc le ministre à l'origine du texte. C'était le combat de votre vie déjà lorsque vous étiez avocat. Vous l'avez d'ailleurs écrit dans vos deux livres, L'exécution et l'abolition. Si vous le voulez bien, on va d'abord rester sur ce qui a été votre combat d'avocat, puisque ça a commencé comme cela. Et ce qui frappe, en tout cas dans vos œuvres, c'est le fait d'avoir été si seul contre tous, seul contre les Français. Est-ce que vous vous êtes senti seul, vous, au moment où vous vous battiez pour ne pas que ces hommes soient guillotinés? Ce que je percevais surtout, c'est à quel point il y avait, dans ces procès, une tension exceptionnelle, extraordinaire. On ne mesure pas aujourd'hui ce que ça pouvait être, que ces cours d'assises autour desquelles il y avait foule qui attendait l'accusé en criant à mort, à mort, à mort. Disons-le très franchement, ils avaient commis des crimes terribles, mais l'ambiance qui régnait autour du palais, dans le palais, c'est sans rapport avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Quelquefois, j'avais le sentiment étrange que la mort rôdait comme une hyène, invisible mais présente dans les salles d'audience, tellement l'atmosphère y était tendue. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas 2 degrés de juridiction, il n'y avait pas d'appel. Tout se jouait là. Seul le contrôle de la Cour de cassation, mais uniquement sur la légalité, pas sur le fond, pouvait intervenir. Donc, sauf le droit de grâce du président, tout se jouait à l'audience. C'était certainement ce que j'ai connu dans ma vie comme tension la plus grande. Vous voyez, les jeunes avocats ne mesurent pas leurs privilèges, mais il faut appréhender entre le banc de la défense, dans les cours d'assises de province, et le premier juré, il y avait quelques mètres. C'est pas Paris, c'est pas la cour d'assises de la Seine. Vous aviez quelques mètres aussi les parents de la victime. Vous entendiez, à la fin des débats, au moment des plaidoiries, vous entendiez d'abord la partie civile, vous la voyez. Et ensuite, l'avocat général, c'était pendant des heures, avec beaucoup de talent parfois, pendant des heures qu'on demandait la tête de celui que vous entendiez respirer derrière vous. Il n'était pas enfermé dans des boxes comme aujourd'hui. Vous l'entendiez respirer et vous saviez, je savais, que si on ne trouvait pas, je ne trouvais pas les mots, les phrases qui allaient au cœur des jurés, eh ben, je le trouverais lui dans la cellule des condamnés à mort à la santé.
je l'entendais respirer celui dont on demandait la tête. Alors, pour l'avocat qui avait connu ce parcours-là, c'était une angoisse inouïe, en tout cas pour moi. Et toujours, vous connaissez, ça n'a rien à voir. Quelquefois, on me dit, ah, l'éloquence. Non, ce n'est pas les concours d'éloquence, ce n'est pas la conférence du stage. Il fallait que vous trouviez en vous les mots, que vous vous adressiez à ces femmes et à ces hommes jurés, comme un homme, pas comme un avocat, pas comme un professionnel. Il fallait être celui qui leur parle comme un homme à d'autres êtres humains. En faisant quoi? En disant ça, quoi? c'était... Quels étaient ces mots? Vous appuyez sur les circonstances atténuantes potentielles, sur le parcours de l'homme, de l'accusé? C'est comme ça que vous y preniez? Ça dépendait à chaque fois. Vous savez, après Patrick Henry, 5 autres m'ont demandé de les défendre avant l'abolition. Et 5 fois, alors qu'ils avaient été tous condamnés à mort déjà une fois, et que la Cour de cassation, pour des raisons de forme, avait cassé l'arrêt. Donc ils revenaient déjà condamnés à mort. Et bien, ces 5 fois-là, j'ai sauvé leur tête. Et j'étais dans un état de transe. Et je le dis clairement, ce n'est pas du tout l'éloquence. C'est autre chose. Ça doit venir du plus profond de vous. Les Italiens utilisent le terme de faccia lavata. Il fallait que vous soyez à nu, comme un homme qui s'adresse à d'autres êtres humains et qui leur parle aussi d'eux qui jouaient à ce moment-là leur responsabilité. Oh, c'était terrible. C'était, vous savez, moi je n'ai jamais été gros, mais dans ces moments-là, dans ces journées-là, je m'hérissais à vue d'œil. D'ailleurs, j'avais dit un jour à Elisabeth, qui était toujours là, je lui ai dit, en 1981, ça devait être au printemps 81, je lui ai dit, tu sais, ou bien Mitterrand sera élu et on l'abolira, ou bien Giscard sera élu et moi je classerai du cœur à l'audience. Et je le pensais. Parce que vous y laissiez votre santé. D'ailleurs, votre femme non, mais vous ne pouvez pas savoir. Il faut avoir mesuré ce que ça voulait dire comme tension. Je vous dis, je la sentais vivante, la peine de mort, là, comme une bête. C'est comme si vous jouiez votre vie. Ah non, c'est pas autre chose. C'est le sentiment inouï que la vie de celui qui est derrière vous, que vous entendez, dépend de vous, des mots, rien de plus fragile que les mots. Et s'il n'y a pas le sentiment d'une sincérité absolue, vous êtes, ou plutôt celui que vous défendez, est perdu. Qu'est-ce qui a déclenché ça en vous, cette fougue, cette ferveur pour cette cause en particulier? Est-ce que l'exécution de Bontemps, par exemple, est un déclencheur de quelque chose, une forme de traumatisme? Oui, j'étais contre la peine de mort. Mais je dirais par les hasards de la vie professionnelle, je n'étais pas du tout un spécialiste de droit pénal. Je l'avais été au moment du stage, mes premières années, avec Henri Torres, mais ce n'était pas du tout mon métier, c'était les droits d'auteur. Ne l'oublions jamais. C'était ça, c'était le droit de la presse, c'était les droits intellectuels, c'était ça mon métier. Je trouvais d'ailleurs exquis. Et j'adorais la profession. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai connu dans ces dernières années. Non, ce qui est facteur déclencheur, ça a été d'escorter Bontemps à la guillotine. Je ne peux jamais l'oublier. J'ai amené à la guillotine avec Philippe, qui a été admirable d'humanité, j'ai amené à la guillotine un homme qui n'avait pas tué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un avocat jeune encore, ce que ça signifie, amener à l'échafaud, à la guillotine, un homme dont on a pu prouver qu'il n'avait jamais versé le sang. Et en sortant de la santé, j'ai refusé toute déclaration. Il y avait une foule là de journalistes, de caméras. Et je me suis dit, toute ma vie, je lutterai contre la peine de mort. Parce que c'est une infamie. Et c'est ce que vous allez faire? C'est ce que j'ai fait ensuite.
plus en tant qu'avocat après, ensuite en tant que ministre, avant de venir au parcours législatif de ce texte qui va faire abolir la peine de mort en France. Je voudrais quelques mots de votre part sur François Mitterrand, qui a quand même, j'imagine, qui vous a aidé, puisqu'il se prononce pour l'abolition. C'est à lui, en termes politiques, qu'on doit l'abolition. Campagne de 81, la question de la peine de mort était très présente. Très présente. Même un abolitionniste comme Chirac, oui, face à l'hostilité générale du public envers l'abolition, on avait des formules qui laissaient placer l'ambiguïté. Enfin, oui, ouais, je suis pour, mais Mitterrand, c'est lui qui a répondu aussi clairement que possible. Et, il a fait preuve de courage politique. Ah oui, qui a répondu aussi clairement que possible aux confrères El Kabbach et Duhamel, qui lui ont posé la question. Je le savais d'ailleurs, il m'avait téléphoné le matin, il m'a dit on demandera à Mitterrand. Bon. Eh bien, il a répondu aussi clairement que possible. Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qui fait qu'il avait pris cette position si franche, si claire? On sait qu'il avait lui-même, j'allais dire, validé des exécutions durant la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il avait une forme de regret? Il avait envie de rattraper? Il faut être précis en ce qui concerne le rôle de Mitterrand, s'agissant, comme ministre de la Justice, de la guerre d'Algérie. Tous les pouvoirs de tous les ministres avaient été transférés, y compris la justice, avaient été transférés en Algérie au ministre résident Lacoste. Donc la chancellerie n'avait plus à traiter des affaires de cette ordre. Mais il aurait pu démissionner. Mais ce qui est certain, c'est que, en ce qui concerne le moment où la commission des grâces se réunissait, Mitterrand a opiné dans un certain nombre de cas pour la grâce. Et pour la peine de mort. Et c'était un souvenir pour lui odieux. À chaque fois que c'était évoqué, c'était la guerre. C'était la guerre. D'autres avaient conduit cette guerre avec lui, plus que lui. Mais ça l'irritait profondément. Et le matin, je lui ai téléphoné en lui disant, vous savez, la question va vous être posée. Oh, toujours l'obsession que vous avez avec la peine de mort, mais laissez-moi tranquille. Oh, bien d'autres sujets, ça n'intéresse pas les Français ce soir, ils ne poseront pas la question. Je lui ai dit, vous verrez. J'ai couru à Bièvre et j'ai posé sur son dossier une feuille de papier blanc avec uniquement, une grande feuille comme ça, uniquement en gros caractères, les déclarations du pape, des églises, de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International et surtout, connaissant Mitterrand, les grands écrivains, les grands... Voilà. Uniquement ça. Et quand il a répondu, j'ai été... soulagé. Ah non, plus que ça. Ah, plus que soulagé. Parce que ce que je redoutais, c'était une phrase à la Mitterrand, élégante, très élégante, littéraire, mais avec le sentiment d'une ambiguïté structurelle. Et là, il a été aussi clair et net que possible. Oui, je suis contre la peine de mort, ici, etc. Je connais. Et je me suis dit, donc, ça y est, si il est élu, c'est fini. Et vraiment, c'est un acte de courage politique. Et puis, longtemps après, je me suis pris à penser, puis à mon avis, il devait penser à Mazarine. Ah. Oui, Mazarine, je le savais, écoutait... était en âge, regardait papa à la télévision dans ces émissions-là. Et ça a dû jouer quelque part, tellement c'était important pour lui, Mazarine. C'est longtemps après, je me suis dit, tiens, au fond... mais en tout cas, pour
Elisabeth et pour moi, c'était l'assurance que l'élection, ce serait l'abolition. Et la suite, on la connaît, il est donc élu, il vous nomme garde des Sceaux. Non, non, il y a un moment essentiel, c'est l'élection législative. Parce que s'il n'y avait pas eu une majorité de gauche au Parlement, à ce moment-là, pas d'abolition. Donc, il fallait encore le deuxième temps, et une majorité absolue. Du coup, vous devenez garde des Sceaux. Alors, il y a le parcours législatif au niveau de l'Assemblée nationale. Revenons peut-être plus précisément sur le parcours législatif de ce texte au Sénat, parce que ça va être un moment intéressant. D'abord, peut-être, procédons par étapes. Quand le texte sort de commission, il se trouve qu'il laisse le Sénat décider. Il ne prend pas de décision tranchée. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, lorsque le texte sort de commission et qu'il n'y a pas de consigne précise, de conclusion forte donnée à ce texte? À l'Assemblée, le contrat était fait. On savait tous qu'avec une majorité de gauche, ce serait l'abolition. Donc c'était un exercice intéressant, important, émouvant, tout ce qu'on veut, mais le résultat était connu d'avance. Pas au Sénat. Et c'est, je dois dire, au Sénat que s'est jouée la partie décisive. Pourquoi la partie décisive? Parce que pour moi, Mitterrand avait donné une session extraordinaire de 15 jours pour l'abolition, pour faire passer le texte sur l'abolition. Et évidemment, je savais qu'à partir de là, si ce n'était pas voté dans les mêmes termes que l'Assemblée, allait commencer une navette qui durerait tout au long des mois suivants, notamment, l'important c'est la masse des textes que la gauche avait préparés. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer garde des Sceaux d'une justice qui tuait. Donc, c'était essentiel. Et les augures m'avaient dit ce sont des vieilles moustaches, ils vont vous promener, en plus vous êtes dans ce domaine à novice, ils vont vous promener avec des amendements, des peines de substitution, ils vont peut-être vous voter l'abolition, mais ça sera tellement conditionné que vous serez contraint de faire des navettes, ce ne sera pas avant le printemps. Oh, ça ne l'est pas du tout. Donc la vraie question, cette fois-ci au Sénat, c'était convaincre. Et convaincre des majorités qui s'étaient prononcées 6 mois plus tôt en faveur de la motion qu'avait présentée M. Perfit. Il est temps d'attendre. Bon. C'était loin d'être gagné face au Sénat. Oui, ah bah oui, il n'y avait pas eu d'élection sénatoriale. Comment on n'avait pas renouvelé le Sénat. Donc, comment avez-vous fait? Je vais vous le dire, deux éléments. Le premier, je me suis dit, pas de discours flamboyant comme à l'Assemblée. Non. Deuxièmement, la ligne directrice, celle qui peut conduire au succès, c'est l'Europe. Oui. C'est la communauté européenne, on disait à ce moment-là. Et le retard de la France par rapport au reste du monde. Et le fait que nous étions le dernier État, ce qui était une honte, et qui paralysait aussi, d'une certaine façon, la justice pénale. Parce que en matière de grands crimes, il suffisait qu'un meurtrier en France, couvert de crimes, passe la frontière, il était arrêté, mais on n'extradait pas pour un pays qui exécutait. Donc ça nuisait aussi à l'efficacité de la justice pénale. Mais sur le plan des principes, c'était clair, c'était une honte pour la France qui se veut patrie des droits de l'homme. Et ça parlait aux sénateurs. Cette comparaison internationale, ça leur parlait. Il y a eu liberté de vote. Oui. Là, j'ai retrouvé les délices de la République parlementaire. J'ai compris pourquoi des hommes que j'avais connus, admirés comme Mendès, comme Faure, comme Mitterrand lui-même, aimaient tellement la République parlementaire. Parce que là, c'était uniquement le talent, la qualité de l'argumentation, les convictions variables des différents groupes
qui pouvaient décider. Ce n'était pas monolithique comme à l'Assemblée. Donc le résultat n'était pas acquis d'avance. J'ai vu des choses étonnantes pendant, ça a duré 3 jours, enfin 2 nuits, eh bien j'ai vu dans la salle des pas perdus, des groupes, ou à la buvette, des groupes étonnants, des sénateurs communistes qui se retrouvaient avec des sénateurs MRP, parfois même de la droite. Vous sentiez qu'ils étaient bousculés, oui, qu'ils étaient perturbés? Non, je sentais que se faisaient des alliances, je ne dis pas inavouables, mais que des alliances étonnantes entre les pros et les contre l'abolition. Et jusqu'au bout, ça a été incertain. Et finalement, il était très exactement quand le vote est intervenu et que l'abolition a été inscrite dans nos lois, midi 25, le 30 septembre. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que vous ressentez une grande fierté? Est-ce que vous pensez à Victor Hugo, par exemple? Je le dis parce que nous sommes dans cette pièce où vous êtes entouré aussi d'éléments de décor liés à Victor Hugo, parce que c'était un abolitionniste convaincu. Pas seulement. Est-ce que vous pensez à lui? À quoi pensez-vous à ce moment-là? C'est une victoire immense. Parce qu'il était un grand abolitionniste, le plus grand. Mais aussi parce que j'aime Hugo. Voilà. Mais là, je me suis rapproché du pupitre. Là, il y a la médaille. Ici siégeait Victor Hugo, c'est à l'extrême gauche. Hein, aujourd'hui, ça fait partie des fauteuils du Parti communiste. Et premier rang, et j'ai posé ma main comme ça, symboliquement, sur la médaille qui dit ici siégeait Victor Hugo. Et puis j'ai vu le tableau s'afficher, et j'ai dit c'est fini. Fini, parce qu'à partir du moment où c'était voté dans les mêmes termes par le Sénat, il n'y avait pas du tout à attendre un quelconque mouvement s'agissant de saisir le Conseil constitutionnel. C'était fini. Et je suis sorti, je reverrai toujours ça, le brouillard du matin, très dense ce jour-là, s'était dissipé. Et j'ai dit à mon directeur de cabinet, je lui ai dit non, je ne vais pas à la chancellerie, je vais rentrer chez moi. Et je suis resté un moment au jardin du Luxembourg, et j'ai regardé les enfants qui jouaient, je voyais toujours ça, et c'est très beau. Et puis je suis reparti déjeuner chez moi, et je me suis dit, c'est fini la peine de mort. Et c'était fini. Est-ce qu'il vous arrive de craindre qu'elle revienne, cette peine de mort? Non. Pourquoi? Pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le président Chirac, qui avait voté l'abolition, a tenu à ce que l'abolition soit inscrite dans la Constitution comme principe constitutionnel. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, l'abolition est devenue un principe constitutionnel. Et vous savez combien il est difficile de modifier la Constitution. Mais indépendamment de cela, la France a signé de multiples accords internationaux qui interdisent le recours à la peine de mort. La peine de mort, elle est bannie de la majorité des États et de toute l'Union européenne, le Conseil de l'Europe plus généralement. Donc, ça voudrait dire en clair qu'il faudrait que le président de la République française qui s'honore d'être toujours la patrie des droits de l'homme, le président ait dénoncé la Convention européenne des droits de l'homme, que le président dénonce le 2e protocole annexe Convention des Nations Unies, etc., s'agissant des droits civils et politiques. Bref, un ensemble de conventions. C'est pas possible. On ne peut pas être à la fois le président de la République française et dénoncer ces conventions-là. Et pourtant, vous l'entendez, cette petite musique, vous entendez ce débat qui revient, vous entendez ces personnalités politiques qui remettent ce sujet sur la table en disant qu'ils sont contre. Ils se gardent toujours de dire comment. Ils se disent favorables, mais ils ne disent pas comment ils le feraient. Et c'est impossible. Le temps a passé, on l'a vu qu'avec ou sans la peine de mort, ça ne changeait rien à l'évolution de la criminalité sanglante. C'est ailleurs qu'elle trouve ses sources, et pas dans les dispositions du code pénal, croyez-moi, et que ça ne permet pas.
Et le seul fait de savoir que les mentalités ont évolué un peu dans ce sens, que certains Pas Français... un peu, beaucoup. Et que certains Français voudraient revoir venir la peine de mort. Le seul fait de savoir cela, qu'est-ce que ça vous fait, vous, qui avez tellement combattu cette peine de mort? Ça me fait que je me dis, oh, la vieille bête n'est pas encore complètement morte ni éteinte, mais c'est fini. Sauf un cas, historiquement et constamment exact. Si la France redevenait une dictature comme à certains moments de son histoire, difficile, parfois tragique, à ce moment-là, le lien qui existe, qui est partout et historiquement vrai, entre la peine de mort et la dictature, jouerait. D'ailleurs, il n'y aurait pas que simplement le retour à la peine de mort. Hein. C'est l'ensemble des libertés qui seraient soumises à le dictateur. Il y a entre la dictature et la peine de mort un lien secret, mais absolu. Donc, je refuse cette hypothèse pour la France et je dis clairement, République constante, même avec des présidents de droite, des présidents de gauche, République constante, et je n'imagine pas d'un autre régime pour la France, la peine de mort, c'est du passé, ça relève du musée. Bonjour Dominique Missika, merci d'avoir accepté notre invitation. Éditrice, journaliste, historienne, vous avez écrit avec Maurice Safran cette biographie Robert Badinter, l'homme juste, paru en 2021 aux éditions Taillandier, réédité en poche depuis. Noëlle Lenoir, bienvenue à vous également, avocate, ancienne ministre des Affaires européennes, membre du Conseil constitutionnel entre 1992 et 2001. Vous êtes la première femme à y être entrée. Et précisément, c'était lorsque Robert Badinter présidait l'institution. Pour tout le monde et pour toujours, Robert Badinter est l'homme de l'abolition de la peine de mort. Il est salué pour cela. C'est l'une des raisons, si ce n'est la raison pour laquelle il entre au Panthéon. Cela semble une évidence aujourd'hui. Pourtant, ce combat s'est fait contre l'avis de 3 Français sur 4 à l'époque et probablement contre pas mal de Français encore aujourd'hui. Est-ce que sa panthéonisation est une manière de reconnaître une humanité que peut-être nous n'avons pas tous, dont nous ne sommes pas tous capables, Dominique Missika? Oui, c'est étrange de penser à quel point il a été impopulaire. Il était présenté comme l'avocat des assassins, honni pour son laxisme dans les prisons. Il était impopulaire, mais réellement impopulaire. Il faut se rappeler de la manifestation des policiers sous ses fenêtres, place Vendôme, en février 83, où il est hué. C'est assez paradoxal aujourd'hui de voir à quel point sa figure est consensuelle, alors qu'il a été à contre-courant, qu'il n'a jamais baissé les bras. Au fond, il le savait qu'il était impopulaire, il était injurié, insulté, conspué, hué. Et bien non, il savait que la France se devait d'abolir la peine de mort, que c'était le combat de sa vie. Il l'avait dit, si je n'y arrive pas, je claquerai à l'audience. Donc, je crois que c'est assez incroyable qu'aujourd'hui, et heureusement que la France reconnaît ce qu'elle lui doit. Noëlle Lenoir, vous y voyez un paradoxe, vous aussi? Il y a une quasi-unanimité politique aujourd'hui à le panthéoniser. Bien sûr. Bon, c'est un grand juriste. Alors moi, j'ai été administrateur au Sénat lorsque le projet de loi d'abolition de la peine de mort a été voté à une immense majorité. C'était d'ailleurs très émouvant. Il y a eu une émission sur ce texte chez vous, à Public Sénat. En fait, il y avait quand même un courant. Moi, je retiens surtout de Badinter. C'est vrai que comme garde des Sceaux, ça a un petit peu, disons, chahuté, mais c'était quand même une icône de son vivant. C'était une icône de la gauche. C'était la conscience morale de la France. Et la France a été un peu en retard sur l'abolition de la peine de mort. C'était un des arguments qu'il avançait d'ailleurs au Sénat. Voilà. Montré aux sénateurs. Et donc, beaucoup de gens de droite ont voté pour l'abolition. Et je crois qu'il était, on y reviendra peut-être, pour moi, un homme de son époque.
Et je pense que sa vision du monde est peut-être un petit peu datée au regard des enjeux d'aujourd'hui, notamment sur ce qu'on appelle la défense pénale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut défendre des accusés essentiellement, et aussi un peu leur pardonner et penser avant tout à la rééducation, à l'amendement de l'homme ou de la femme, et moins à la sanction. Et je pense que ce mouvement, qui a été illustré d'ailleurs par diverses décisions du Conseil constitutionnel, auquel j'adhérais, auquel j'adhère un peu moins maintenant. Et vous dites l'époque a changé. Et l'époque a changé. Mais ça reste quelqu'un qui mérite d'être un personnage historique, ça c'est certain. Dominique Missika. Oui, oui et non, parce que l'administration pénitentiaire est confrontée toujours aux mêmes questions, à la même question de la surpopulation carcérale, on doit à Robert Badinter cette réflexion sur la prison. Et l'après. Et l'après-prison surtout, voilà. La réinsertion. La réinsertion. D'ailleurs, il avait une formule que je trouve très forte. Il disait, la prison, il faut agir, mais n'en parlez jamais. Et il disait qu'il faisait de l'anti-communication. C'était extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il avait en effet transformé et réformé, humanisé les prisons, mais il savait que c'était mal vécu. Il disait qu'il y avait une loi des reins qui fait, et je crois que c'est toujours vrai, que les Français ne veulent pas que les détenus soient mieux lotis qu'eux-mêmes. Donc le budget pour améliorer le quotidien des détenus ne pourra jamais véritablement être accepté. Et donc il disait, pour penser comme Victor Hugo, qu'un homme peut toujours devenir meilleur, eh bien aidons-les, aidons ces détenus. Moi je crois que ça n'a pas vieilli. Il a même inspiré la prison de Mozac, qui existe aujourd'hui, à Absolument. propos de laquelle il considérait les détenus qui allaient venir dans cette prison, il fallait, je le cite, éviter qu'ils soient déresponsabilisés, qu'ils soient infantilisés et incapables d'affronter ce qu'est la réalité de la société des hommes libres. Là aussi, son combat, éviter la déshumanisation, préparer l'après. Alors moi, je ne vais pas juger, j'ai été directeur de cabinet du successeur comme garde des Sceaux de Robert Badinter, qui était Pierre Arpaillange, un très grand magistrat, qui a construit d'ailleurs énormément de prisons modernes pour essayer d'humaniser un petit peu le cadre pénitentiaire. Et donc, évidemment, je pense que donner des moyens à la justice, c'est aussi important que de prévoir des réformes. Moi, ce qui, rétrospectivement, me paraît peut-être une petite erreur d'appréciation, c'est que Robert Badinter n'était pas d'accord sur le travail d'intérêt général. Parce qu'il y avait cette idée que le travail forcé, c'est pas bien. Et je trouve que le travail d'intérêt général, surtout pour la délinquance des mineurs, c'est quelque chose de très précieux. Et ça demande des moyens. Et je pense qu'un ministre de la Justice doit aussi se battre pour ces moyens matériels de la justice. Comme président du Conseil constitutionnel, il a quand même entamé un mouvement que l'on paye aujourd'hui, à la fois sur le pénal et à la fois sur l'immigration. Et je me rappelle essentiellement de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 qui a ouvert les vannes du regroupement familial et du droit d'asile dans des conditions qui peuvent être jugées aujourd'hui à l'aune de nos enjeux civilisationnels liés à une immigration qui n'est pas contrôlée comme assez gravissime. Alors moi, j'étais l'homme d'une certaine époque est un homme de gauche aussi, oui, rappelons-le. Un homme de gauche. Oui, mais alors, parlons, par exemple, parce que 40 ans après, c'est vrai que, évidemment, en tant qu'historienne, je peux le dire, 40 ans après, évidemment... Tirer des enseignements. Les enjeux ne sont peut-être plus les mêmes. En revanche, par exemple, moi, ce qui m'amuse, c'est que la seule loi qui porte son nom, c'est la loi Badinter. Et ça, c'est assez étonnant et paradoxal. C'est une loi qui prévoit l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation et les délais dans lesquels les victimes... Eh bien, ça, je trouve que c'est quelque chose qui touche de très près les Français. Et ce qui montre qu'à la fois, il était sans doute un grand juriste, mais qu'il avait aussi senti à quel point il fallait se préoccuper des victimes, du quotidien des Français.
c'est aussi preuve d'un grand humanisme, d'un sens du droit de l'homme. Je trouve que ça l'illustre autant, et ça fait partie de ce que j'appelle ces combats méconnus. Oui, il y en a certains, notamment d'avoir aidé à dépénaliser l'homosexualité. Ce n'est pas forcément si connu que ça. Exactement. Et à l'époque, il va à contre-courant. C'est ça que je trouve extraordinaire. Il est aussi... Donc vous diriez qu'au contraire, il est moderne. Moi, je trouve qu'il a été moderne à son époque, parce que l'homosexualité, à l'époque, était vraiment source d'opprobre, de honte et de discrimination. Et lutter contre les discriminations en 82, je trouve ça assez admirable. Certes, toutes ces positions n'ont pas toujours été peut-être comprises ou mal expliquées. Mais par exemple, le fait de s'être battu pour que, en tant que sénateur, au Mont-Valérien, on rende hommage aux 1008 fusillés dans la Clairière, ce qui n'existait pas, eh bien, je trouve que c'est un attachement, ça montre sa soif de justice, de lutter contre l'injustice. Chevillé au corps. Chevillé au corps. C'était rendre un nom à ces fusillés du Mont-Valérien, résistants, otages, juifs, communistes, gaullistes ou autres, mais dont personne n'avait eu l'idée de retenir les noms et d'en faire la liste. C'est vrai que l'abolition de la peine de mort a un peu masqué les autres combats de Robert Badinter et ses autres victoires aussi, Lenoy. Alors, au Conseil constitutionnel, c'est un climat particulier. À mon époque, c'était un climat très familial, puisqu'on était 9, ils sont toujours 9. Moi, mes collègues avaient au moins 30 ans de plus que moi. C'était très familial. Et donc, il a créé cette atmosphère familiale avec quand même un sentiment d'être, non pas primus inter pares, mais un peu au-dessus des autres. On disait que c'était le comité Badinter. Voilà. Le Conseil constitutionnel était le comité Badinter. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu avec les présidents suivants. Roland Dumas, qui est resté assez peu de temps pour les raisons que vous savez, et Yves Guéna. Il n'était pas collégial, mais il avait une hauteur de vue suffisante pour changer de pied, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être battu. Et il avait cette élégance qui était quand même de voir qu'il devait changer de pied. Un autre combat qu'on lui connaît aussi, mais dont on parle moins, c'est celui contre l'antisémitisme. Et dans un entretien à Maurice Safran, pour Challenge, après le pogrom du 7 octobre en Israël et face à l'explosion de l'antisémitisme en Europe, il avait confié ceci: « Je n'ai jamais cru à la disparition de l'antisémitisme, jamais. J'ai toujours été persuadé qu'il pouvait ressurgir à tout moment sous une forme ou sous une autre. L'islamisme politique est une variante, rien d'autre. » Voilà ce qu'il avait déclaré. Oui, et son combat pour lutter contre l'antisémitisme a été toute sa vie. Et lutter contre l'antisémitisme et le négationnisme. Il faut se souvenir du procès contre Robert Faurisson, militant négationniste, où il a réussi à le combattre avec les armes du droit dans l'enceinte du palais de justice. L'antisémitisme, il faut s'en souvenir, il en a été victime en tant qu'adolescent sous l'occupation. L'arrestation de son père lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine en février 1943 l'a marqué à vie. Et c'est le sentiment d'une injustice, d'autant plus que quand il rentre à Paris, puisqu'il avait été caché dans un petit village de Savoie, quand il rentre à Paris, sa mère est obligée de faire un procès à des occupants qui ont considéré que leur appartement de la rue Rainoir, ils ne reviendraient pas, donc c'était des occupants de leur appartement. Et le président du tribunal, l'avocat, a dit « Mais Simon Badinter est absent, il est porté pour l'instant disparu. » Et le tribunal a répondu « Cela n'intéresse pas le tribunal. » Et cette phrase, il a 16 ans, l'a blessé à mort et il s'est, au fond, promis de réparer toute l'injustice dont il avait été victime. Et dans ce même entretien, il ajoutait « La violence de l'antisémitisme d'aujourd'hui n'a rien de commun avec ce que j'ai connu et subi dans les années 30 et 40. Ne pas tout confondre. La société française, la société européenne sont moins antisémites aujourd'hui qu'à l'époque. Ce serait absurde et dangereux, disait-il, de ne pas le reconnaître. » Alors moi, je crois que c'est peut-être sous cet aspect qui nous manque. Je crois que l'antisémitisme ne se développerait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que
on peut considérer que les Juifs de France sont collectivement en danger de mort. Puisque vous ne pouvez pas vous promener dans le métro avec une kippa, quand vous êtes un homme, sur la tête, sans risquer votre vie ou votre intégrité physique. Et je crois que sur ce plan-là, il a fait preuve d'un courage inouï. Il a revendiqué sa judaïté, même s'il n'était pas du tout religieux. Et je pense que sa parole manque politiquement. Il n'aurait jamais admis l'attitude actuelle du Parti socialiste sur ce terrain, qui est quand même extrêmement ambigu. Il n'aurait jamais admis qu'il n'y ait pas une réaction politique au niveau le plus haut, c'est-à-dire du président de la République et du gouvernement, pour lutter contre l'antisémitisme. Et de ce point de vue-là, il était très visionnaire. Je pense que l'ouvrage qu'il a écrit sur sa grand-mère est quelque chose de fantastique. On ne peut pas lire cet ouvrage sans pleurer. C'est quelque chose de magnifique. Et je crois qu'il a porté cette cause, qui est reprise d'ailleurs par son épouse, enfin reprise, c'est un peu partagé plutôt, merci Dominique, par Elisabeth Badinter. Et on a besoin de cela, et malheureusement, ce sont les gens de cette génération qui portent ce flambeau-là. Et ça, c'est magnifique. Et de ce point de vue-là, je le salue et je lui rends hommage. Et il nous manque. Oui. Il nous manque. Oui, il disait qu'il était républicain, laïque et juif. Et je me souviens de l'hommage qu'il a rendu à Samuel Paty après son assassinat, destiné au collège et au lycée. Et j'ai trouvé que de s'adresser à la jeune génération, c'était son art de transmettre ses combats. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission Hommage. Merci à vous de nous avoir suivis. On va poursuivre nos échanges avec Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, qu'il a également bien connu, notamment sur les dernières années de sa vie. On le retrouve juste après ce court extrait de l'entretien exceptionnel qu'il nous avait accordé en 2021. Quelquefois, j'avais le sentiment étrange que la mort rôdait comme une hyène invisible, mais présente dans les salles d'audience, tellement l'atmosphère y était tendue. Bernard Cazeneuve, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission spéciale, cette émission Hommage. Ancien Premier ministre, vous avez bien connu Robert Badinter sur les 10-12 dernières années de sa vie particulièrement. Dans cette émission spéciale, nous avons évoqué son combat pour l'abolition de la peine de mort, pour des conditions de détention dignes également. Nous avons rendu hommage à l'avocat, au président du Conseil constitutionnel. Je voudrais que l'on parle avec vous de l'homme de gauche qu'était Robert Badinter. Sa place sur l'échiquier politique n'a jamais fait aucun doute pour lui. Est-ce que c'est un homme qui a beaucoup apporté à la gauche française ? Il a beaucoup apporté à la gauche française par son combat, auquel il s'est identifié, auquel la gauche française s'est identifiée. Lorsque l'on pense au bilan de l'alternance en 1980, on pense bien entendu à toutes les grandes réformes sociales, mais la réforme la plus symbolique, qui s'inscrit dans la grande tradition de l'universalisme français que la gauche a porté depuis les Lumières jusqu'à la consécration de ses valeurs dans les institutions de la Troisième République, Robert Badinter incarnait tout cela magnifiquement. Le combat qu'il avait mené pour l'abolition de la peine de mort était un combat qu'il avait exposé à la haine de ceux qui, devant le palais de justice, au moment du procès de Bontemps, dans l'Aube, criaient à mort, et criaient à mort peut-être aussi à l'avocat qui essayait de sauver son client de la peine capitale. Et il racontait qu'il avait été souvent obligé d'être exfiltré par les forces de police en raison de cette haine que certaines forces politiques ou certains citoyens exprimaient contre lui en raison de ce qu'il défendait. C'était un homme qui avait des convictions très solides. Ses convictions s'enracinaient dans une histoire, celle des Lumières, celle de l'universalisme français, et pour ses convictions, il s'est battu avec un courage qui lui a permis de convaincre, et de convaincre les Français de la justesse de sa position, aidé en cela par un autre homme qui a été extrêmement courageux, et auquel il ne faut pas oublier de rendre hommage, qui est François Mitterrand. Car si François Mitterrand, dans l'émission, je crois, de mars 1980, Car sur table n'avait pas déclaré, allant à l'encontre de ce qu'était l'opinion dominante des Français. C'était une époque où les grands leaders de gauche n'hésitaient pas à aller à l'encontre de l'opinion dominante des Français pour marquer leur identité, pour convaincre. Si Mitterrand n'avait pas pris cette position, je pense que les choses
eussent été différentes. Il fallait avoir du courage pour le faire, alors qu'on était à quelques semaines d'une élection qui n'était pas gagnée. Et il avait été jusqu'à convaincre les sénateurs Absolument. ici, la droite sénatoriale, ce qui n'était pas une mince affaire. Il y avait à droite des abolitionnistes également. Hein. C'était l'abolition de la peine de mort rassemblait toute la gauche, mais un certain nombre de personnalités de droite étaient depuis très longtemps abolitionnistes et ont rejoint Robert Badinter dans le combat qu'il a mené. Et bien entendu, l'ont soutenu au moment où il a fait voter la loi d'abolition. Un homme de gauche, profondément de gauche, mais d'une certaine gauche. J'ai toujours été un républicain de gauche, un social-démocrate proche de Mendès France. Sa gauche, c'était la mienne, disait-il. Alors ça, c'était le grand sujet de nos conversations, notamment lorsque, en 2022, j'ai fait le choix de quitter le Parti socialiste en raison de l'alliance qui avait été contractée avec Mélenchon et qui heurtait tout ce à quoi je croyais, précisément parce que je m'inscrivais dans cette tradition-là. Je pouvais comprendre les contingences tactiques électorales, mais lorsque l'essentiel est en jeu, lorsqu'il s'agit des valeurs, on ne peut pas transiger. Et d'ailleurs, les événements qui se sont produits après ont montré que la prise de distance était inéluctable et que si on n'allait pas à son terme, on finirait par se perdre. Il y avait chez Robert Badinter cette conviction qu'on ne transige pas avec l'essentiel. Et il avait été, avant d'être proche de François Mitterrand, il m'a raconté ça souvent, très proche de Pierre Mendès France, à un moment où Pierre Mendès France posait sous la 4e République un certain nombre d'actes, prenait des positions extrêmement fortes, qui le conduisaient d'ailleurs parfois, comme De Gaulle, à être excommunié par un système où chacun se tenait la main, parfois pour entretenir une grande médiocrité. Et Mendès, qui avait engagé la décolonisation, qui avait eu le courage de prendre les positions qui avaient été les siennes sur l'Indochine, qui avait pris les positions sur la décolonisation en Afrique du Nord, était haï par une partie de la droite. Et Robert Badinter me racontait très souvent une promenade qu'il avait faite avec Pierre Mendès France dans le jardin du Ranelagh, où Mendès France et lui avaient été obligés de rentrer en raison de la violence des insultes antisémites dont Mendès France avait fait l'objet au moment de cette promenade. C'était des choses qui l'avaient beaucoup marqué. Et lorsqu'il évoquait d'ailleurs cette période, et qu'il évoquait aussi la période des années 30, celle, me disait-il, où il voyait fleurir sur les murs de la ville de Lyon des slogans « Mort à Blum, mort aux Juifs », et qu'il voyait ressurgir un nouvel antisémitisme en France, il m'expliquait au grand âge qui était le sien qu'il n'imaginait pas possible d'être un jour confronté à la résurgence d'une haine qu'il avait marquée dans sa chair. Il avait perdu son père, qui était mort dans les camps de concentration, et qui avait sans doute présidé cette haine à une grande partie du combat humaniste dans lequel il s'était engagé. Et avec la gauche radicale d'aujourd'hui, il était sans concession, hein, je le cite encore. Ce qui me trouble, c'est cette alliance entre l'islamisme politique et une partie de la gauche, une gauche à la recherche d'un prolétariat de substitution, puisque la majorité des ouvriers votent désormais en faveur du Rassemblement national et de Madame Le Pen. Pour lui, Jean-Luc Mélenchon, que vous avez évoqué et qu'il avait connu sur les bancs du Sénat, faisait de la petite politique. En tous les cas, le discours de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup évolué sur ces questions. Jean-Luc Mélenchon avait été, à une époque de sa carrière politique, un laïc ardent, ayant des positions que je partageais en tout point sur la question de la laïcité, des signes religieux à l'école, etc. Et c'est par cynisme qu'il a changé de position, entretenant un communautarisme destiné à arrimer à son parti et à sa personne, puisque c'est ça qui semble compter avant tout pour lui, un électorat considéré comme une clientèle, ce qui est d'ailleurs une manière de ne pas respecter les musulmans en France, parce que si on les respecte, on n'a qu'une aspiration, c'est de les intégrer à la nation et de les croire capables de partager les valeurs universelles que nous avons toujours eues en partage. Est-ce que sur les dernières années de sa vie, Robert Badinter a exprimé ses craintes sur l'avenir du pays? Est-ce qu'il vous a confié ses craintes? Et quelles étaient-elles, s'il y en avait? Nous partagions des craintes. Nous sentions que le système institutionnel s'affaissait. Nous sentions que le sens de la nation, entendu au sens des valeurs, s'abîmait. Nous sentions que l'universalisme qui nous avait conduit à considérer, par-delà leur appartenance philosophique, religieuse, politique, leurs préférences sexuelles des individus comme étant semblables les uns aux autres, disparaissait, précisément pour laisser place à un communautarisme où chacun se positionnait en fonction de son identité.
dans une hostilité parfois par rapport à l'autre, là où l'universalisme avait été le grand instrument de l'altérité. Tout ça, nous le ressentions plus profond de nous-mêmes. Ça présidait à nos débats, mais ça présidait aussi aux choix que nous faisions, à la complicité qui pouvait exister entre nous, à la passion que nous avions en commun du droit, parce que finalement cet universalisme, il est porté par une certaine conception du droit et de l'état de droit. Vous êtes avocat aussi, une certaine idée absolument de l'égalité. Et ce qui était très agréable pour moi, quand j'allais à son contact, c'était de repartir, lorsque les temps nous poussaient au pessimisme, avec au cœur l'idée que finalement une lumière était possible. Et c'était un pessimiste. C'est pas du tout un optimiste béat. C'était quelqu'un qui portait un regard extrêmement lucide sur la nature humaine. Et pourtant, vous repartiez de ces entretiens avec de la lumière. Oui, parce que le regard lucide qu'il portait sur les choses était l'instrument d'une force qu'il galvanisait en lui, et c'est ce qui d'ailleurs l'avait conduit à gagner la bataille pour l'abolition. Il était très lucide sur ce qu'étaient les instincts des foules, il était très lucide sur ce qu'étaient les forces conservatrices à l'œuvre, mais cette lucidité était ce à quoi il s'adossait pour trouver en lui la force de mener le combat. Et moi, j'aimais beaucoup cette exigence intellectuelle, cette lucidité sur les choses, et cette capacité à partir de là d'aller chercher au plus profond de lui-même, mais aussi au cœur d'une immense culture, d'une grande densité, les mots, les idées, les convictions, pour renverser le cours des choses. Il avait par exemple fait une conférence qui m'avait beaucoup marqué en 2015 à Sciences Po Paris, où il était à la rencontre des étudiants qui étaient venus vraiment pour voir une icône. C'était très impressionnant de voir l'immense respect, l'admiration, le respect réel, profond. Et il avait évoqué son pessimisme, il avait dit combien le combat avait été difficile pour l'abolition, il avait dit combien il s'était battu pour que l'abolition devint universelle, et qu'après l'abolition de la peine de mort en France, il fallait ajouter des protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme, au pacte pour les droits civils et politiques des Nations Unies, pour faire en sorte que ce que nous avions gagné en France, en ayant été le dernier des pays européens à abolir. Et dans l'année de l'abolition, les tribunaux prononcent 8 peines de mort, dans les quelques mois qui précèdent et qui suivent le débat sur l'abolition. Donc, il avait conscience de tout cela, et en même temps, il allait puiser dans cette lucidité une forme d'ardeur à changer le cours des choses, qu'il empruntait aussi à la pensée des grands ancêtres. Il racontait avec beaucoup d'émotion dans cette séance à Sciences Po qu'il allait régulièrement, avec Élisabeth, porter une corbeille de roses au Panthéon sur la tombe d'Hugo, et qu'il avait conscience que ce qu'avait dit Hugo lorsqu'il avait eu cette très belle phrase « On ne doit jamais renoncer, on ne doit rien faire qui empêche un homme de devenir meilleur », et qu'il avait puisé aussi dans cette idée qu'on ne doit pas réduire les individus à leurs fautes. Une certaine conception de la condition pénitentiaire, une certaine conception de ce qu'est la politique pénale. Et un étudiant qui lui disait « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas substitué à la peine de mort la prison à perpétuité ?» Il a répondu « On ne remplace pas un supplice épouvantable par un supplice épouvantable. Enfermer un individu dans une cellule de 10 mètres carrés pour le reste de sa vie, c'est priver un être humain à tout jamais de l'espérance de pouvoir devenir meilleur », toujours la même référence à Hugo. Non, on ne fait pas ça, on supprime la peine de mort, un point c'est tout. Il y a un combat qu'on lui connaît moins, c'est le parquet européen, je crois, ardent défenseur du parquet européen. C'est d'ailleurs comme ça que nous sommes connus, c'est-à-dire que lorsque j'ai été nommé au ministère des Affaires européennes, j'ai reçu 2 appels qui m'ont marqué, qui m'ont conduit d'ailleurs à entretenir ensuite des relations avec ces 2 personnages jusqu'à la fin de leur vie. Le premier, c'était un appel de Michel Rocard, qui me disait « Je suis ambassadeur en charge des pôles, vous êtes mon ministre de tutelle, je voudrais recevoir ma feuille de route. » Je lui ai répondu « Non, je suis un jeune ministre qui vient d'arriver, vous êtes un monument européen,
je vous verrai volontiers, mais c'est vous qui allez me donner ma feuille de route. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes vus régulièrement avec Michel Rocard, avec lequel j'avais une relation aussi très affectueuse. Et puis, Robert Badinter est venu me parler du parquet européen, de la nécessité de faire en sorte, dans un marché intérieur où la lutte contre la corruption devait être l'instrument du level playing field européen, mais aussi l'instrument d'une certaine conception de ce que devait être l'Europe, en fidélité à l'héritage des pères fondateurs, dire que nous avions besoin d'un instrument, que cet instrument, pour lutter contre les organisations criminelles internationales, contre tout ce qui pouvait aller à l'encontre des principes qui avaient fondé l'Union européenne, que cet instrument était nécessaire, et il s'est engagé dans ce combat. Moi, j'ai pris une part beaucoup plus modeste que lui comme ministre des Affaires européennes, mais il m'a beaucoup inspiré, et nous avons beaucoup parlé de ce sujet à ce moment-là. C'est à partir de ces discussions que nous nous sommes vus pendant les 12 années suivantes. Et que vous êtes devenus, alors non pas amis, mais enfin que vous avez eu une relation privilégiée avec lui. En tous les cas, j'ai une relation qui m'a beaucoup marqué et qui était faite de beaucoup de complicité, de nombreux échanges et d'une grande affection. Quel est votre regard sur cette panthéonisation de Robert Badinter? Je pense que le Panthéon est la maison de ceux qui ont réussi à faire la démonstration tout au long de leur vie que la France était plus grande qu'eux. Et Robert Badinter, parce qu'il a porté, notamment de pensée universelle, et non pas par narcissisme, mais par ardeur, par conviction, par engagement, a apporté la démonstration que la France, dans les valeurs qu'elle portait par-delà les siècles, méritait qu'on consacre à ces valeurs toute sa vie, parce qu'elle était infiniment plus grande par le message qu'elle portait que ce que nous pouvions être individuellement, y compris lorsque par nos actions militantes, nous y consacrions toute notre vie. Eh bien, je pense que sa panthéonisation, elle est la matérialisation de cette humilité face à quelque chose qui nous dépasse et face auquel on s'engage de toutes ses forces pour rendre possible ce qui paraissait inaccessible à l'entendement. C'est ça, Robert Badinter. La République faite homme, a dit Emmanuel Macron. La République faite homme, l'engagement fait ardeur, la volonté n'arrêtant plus le mouvement du progrès humain, c'est tout cela, Robert Badinter. Et vous, qu'est-ce que vous retiendrez de cet homme? Quelle est la leçon, peut-être, que vous retiendrez de cet homme? La phrase d'Hugo, on ne doit jamais rien faire qui empêche un homme de devenir meilleur. On est dans une période où on juge les individus avant même que la justice ne se soit exprimée, où on les annule après que la faute a été commise, où on réduit les individus à leur faute, on ne leur laisse aucune autre chance, en pensant que tout ça est un progrès de la civilisation. Alors que Robert Badinter, dans les conversations que nous avions, m'expliquait combien sa préoccupation de garde des Sceaux, mais aussi d'avocat, avait consisté à réfléchir dans l'architecture de la politique pénale à ce qui pouvait permettre par la peine d'améliorer l'individu, de faire en sorte que la peine ne soit pas une manière de l'annuler, de le rayer, de l'exclure, mais au contraire de lui donner une possibilité d'être meilleur. C'est ça la justice quand on est de gauche. C'est les principes de droit, le respect des principes de droit, le respect des principes des droits de la défense, la volonté de ne pas avoir imposé à ses adversaires ce qu'on n'aimerait pas avoir imposé à ses amis, le positionnement sur ces questions par rapport à des principes et non pas par rapport à l'intérêt politique d'atteindre tel ou tel. C'est tous ces principes de droit et la volonté de faire en sorte que par le respect du droit, les individus soient protégés de l'arbitraire, qui fait la grandeur aussi du combat de Robert Badinter et de tous ceux qui sont attachés au principe de l'état de droit. Il manque à la France? Mais bien sûr qu'il manque à la France, comme manque à la France tous ceux dont la pensée, la parole, l'engagement ont eu une vertu qui a permis au pays d'entrer dans des progrès, encore une fois, qu'il n'aurait pas imaginé possible, et surtout qui ont une vertu sur des tas d'êtres qui, par la fréquentation d'une pensée, d'un individu, d'un comportement, d'une manière d'être, ont changé leur propre regard sur le monde et sont devenus un peu meilleurs.
Merci Bernard Cazeneuve Merci à de vous. nous avoir accordé cet entretien dans cette émission hommage à Robert Badinter. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Émission spéciale qui continue puisque je vous propose à présent de voir ou de revoir L'Abolition. C'est un téléfilm de Jean-Daniel Vérag qui avait été inspiré des livres de Robert Badinter lui-même, à savoir L'exécution et l'abolition. Bon film.